Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui encore, la rédaction du Revenu va répondre à vos questions sur la thématique boursière, hein. On sait que l'actualité est riche, il y a des événements qui écrasent cette actualité, notamment l'intervention militaire américaine en Iran. Et donc aujourd'hui, à mes côtés, je dis le Revenu, mais c'est pas tout à fait exact. On a aussi la chance d'avoir un ami, un invité très spécial qui nous vient de chez Saxo Bank. Donc je vous rappelle, Bruno Kuss, qui est le, directeur de la rédaction de la Décision Bourse. Certains le reçoivent peut-être. Vous savez, c'est notre hebdomadaire boursier. On vous envoie toutes les semaines un panorama complet de l'actualité boursière et tous les jours, un conseil d'investissement très direct sur, une valeur et quelles sont nos perspectives sur cette valeur. Et Andrea, peut-être je vous laisse vous présenter, rapidement? Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Ravi d'être avec vous, pardon. Donc moi, je suis responsable des activités de marché chez Saxo Bank. Donc je m'occupe de tout ce qui est investissement, analyse de marché, et puis du coup la gestion aussi de nos clients au jour le jour. Donc Eh voilà ben, mes missions chez Saxo. merci beaucoup, merci beaucoup. C'est donc le grand Manitou de la bourse de chez Saxo Bank qui est ici. On a beaucoup de chance, on est très heureux de l'avoir, c'est un ami. Donc merci à tous. Je vois que vous arrivez dans les commentaires. Je salue Yves, Jean-Michel, Vincent. Bonjour tout le monde, ça nous fait très plaisir que vous soyez là. C'est un temps qui est pour vous, hein, pour vos questions. Donc utilisez le chat, posez-moi les questions en direct, je vous y répondrai. Vous savez que c'est une tradition du Revenu que de répondre à ses lecteurs. Jadis, on le faisait en Minitel, on l'a même fait par courrier, on le faisait au téléphone. Aujourd'hui, on le fait en direct live pour vous. Donc, posez toutes vos questions et Bruno et Andrea pourront y répondre tout de suite. Mais peut-être en guise d'introduction, je vous propose qu'on fasse 5 minutes chacun sur l'actualité boursière, comment vivent les marchés, comment est-ce que ces événements très importants et parfois dramatiques impactent les marchés, comment est-ce que vos portefeuilles pourront réagir. Bruno, que dire de l'actualité? Alors, on a des marchés qui accusent un petit peu le coup, mais il faut reconnaître que par rapport au choc que représente la hausse du prix du pétrole, on aurait pu s'attendre à des réactions beaucoup plus baissières sur les indices. On voit que les États-Unis résistent plutôt bien, les indices américains, et les indices les plus touchés, en fait, sont les indices européens, voire certains indices émergents. On était quand même sur des records, hein, à Paris il n'y a pas si longtemps. On était à plus de 8600 points sur le CAC. Et on a depuis reperdu 8%. Donc on est parmi les marchés qui accusent un peu plus le coup, compte tenu de cette dépendance européenne au pétrole notamment. Bon, on paye les pots cassés de Donald Trump, hein. Voilà, un peu plus beaucoup plus que les États-Unis, qui sont autosuffisants sur le pétrole en tout cas. Excellent, excellent. Andrea, un commentaire sur l'actualité boursière? Bah, c'est vrai que l'actualité est en effet dominée par la géopolitique. On a une prime de risque géopolitique qui vient s'ajouter sur le marché. Aujourd'hui, les conséquences principales, c'est une augmentation de la volatilité, même si on n'a pas atteint des extrêmes. Alors, on l'a vu en début de semaine, un VIX qui a dépassé les 30 pour la première fois depuis plusieurs mois. Donc ça a été peut-être le fait marquant, mais ce qu'on Le retient. VIX Le peut-être VIX, pour c'est l'indice nos... de la peur, donc c'est l'indice de la volatilité sur les options de l'indice Standard and Poor's 500, donc le plus grand indice américain. Donc c'est un indice qui nous permet de déterminer un peu on l'appelle l'indice de la peur, le sentiment de marché. Est-ce qu'on est sur un sentiment plutôt risqué, ou est-ce qu'on est plutôt sur un sentiment positif? Donc plus il est bas, plus le marché est positif généralement. Plus cet indice monte, plus ça veut dire qu'il y a des mouvements de panique sur le marché. Et Et donc 30, c'est au-delà de quoi? 30, on commence à être sur un niveau pas inquiétant, mais on commence à être quand même sur un niveau beaucoup plus élevé qu'à l'accoutumée. À l'accoutumée, sur les semaines précédentes, on était plutôt autour des 20 sur cet indice VIX. Donc du coup, le fait de le voir au-dessus de 30, c'est quand même un indice de l'inquiétude, on va dire, des marchés. Mais en effet, hein, je rejoins Bruno, on n'est pas du tout sur un sentiment de panique aujourd'hui. Les indices européens, même si c'est eux qui sont les plus impactés, ils ne sont pas du tout cédés à la panique encore. Donc on est quand même sur des indices qui ont réussi à s'éloigner de leur point bas après l'effet d'annonce qu'il y a eu au début du conflit. Et là où on a une résilience qui est assez impressionnante, c'est en effet sur les indices américains qui, eux, semblent complètement imperméables. Alors certes, on a baissé, on n'est plus sur les niveaux records qu'on arrivait à battre quasiment à toutes les séances, mais on est quand même sur une dynamique qui reste très très correcte sur ces indices américains qui, à chaque fois, parviennent, on va dire, à sortir la tête de l'eau et qui montrent encore une fois une résistance, une résilience à peu près à toute épreuve. Bon, tant mieux pour nos épargnants. Alors, on est épargnés pour l'instant. On a déjà les premières questions qui arrivent et même les premières félicitations. Yveline qui nous dit merci pour ces conférences toujours aussi passionnantes. Bah, c'est très sympa. Merci beaucoup, Yveline. Et Duzan nous demande, on parle souvent des royalties pétrolières. Qu'en pensez-vous?
Andrea, Bruno, est-ce que ça vous parle, la notion de royalties pétrolières? J'imagine c'est l'investissement dans les grosses pétrolières. Est-ce que c'est le bon moment pour aller sur les valeurs pétrolières? Alors, les valeurs pétrolières, oui, enfin, on a vu qu'effectivement, il y avait une réaction très positive, en tout cas sur les stocks pétrolières, hein. En France, on n'en a pas beaucoup, malheureusement, mais le peu qu'on ait, elles ont très bien réagi. Je parle de Total Energy qui prend plus de 25% depuis le début de l'année. Et il y en a beaucoup plus petite qui s'appelle Morel et Prom qui gagne 85% depuis le début de l'année. Donc, bon, avec cette partie-là, mais il y avait aussi des phénomènes techniques avant plus particuliers à cette société. Donc, en tout cas, effectivement, aujourd'hui, s'il y a des thématiques, parmi les thématiques porteuses du moment, les valeurs pétrolières sont un petit peu incontournables. Ça va dépendre effectivement de la durée du conflit. Est-ce que le baril va rester au-dessus de $100 pendant plusieurs mois? Dans ce cas-là, effectivement, il y aura de très bons résultats à attendre de la part des compagnies pétrolières. Et je rappelle que pour ceux qui nous ont suivis, Morel et Prom, on en avait parlé dans notre tout premier live de l'année. Je ne sais pas si ça a été dans l'une de vos recommandations, On peut-être. l'a recommandé à plusieurs reprises. Ouais, Effectivement, d'accord. c'est une valeur qu'on aime bien, qu'on suit bien. Parce que Morel et Prom est l'un des rares pétroliers européens à avoir une présence au Au Venezuela. Venezuela, Donc ils en ont exactement. déjà profité. Toutes les interventions de Trump sont positives pour cette valeur. Et alors le secteur des matières premières, du pétrole, on investit encore dedans. Est-ce qu'il faut investir dans les entreprises qui sont liées au pétrole, plutôt américaines, étrangères? Parce qu'on a vu que Total aussi allait ralentir la production, je crois, à cause justement des interventions de Ouais, tout à fait. l'Iran. Ouais, tout à fait. Ils ont annoncé un ralentissement de la production, mais un ralentissement de la production qui va être compensé par l'augmentation des prix du pétrole. Donc aujourd'hui, ça n'a pas un impact négatif sur le titre. Sur les dernières semaines, on a une progression qui est de l'ordre de à peu près 6%, même si on a une progression qui est plus forte depuis le début de l'année, parce qu'on a eu déjà cette prime de risque et cette crainte d'un conflit militaire qui remonte, hein, déjà. Donc il y avait déjà une partie qui était intégrée dans les cours, mais aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde même aux États-Unis, les compagnies pétrolières, les grosses compagnies pétrolières du Exxon, par exemple, sont en large progression depuis quelques semaines. Et évidemment, depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, c'est un secteur, en effet, si on doit se positionner ou réfléchir aux secteurs qui peuvent performer dans ce temps de crise géopolitique, en effet, le secteur de la défense apparaît comme un des secteurs les plus armés pour résister. On parle du secteur énergétique, mais on a aussi le secteur de la défense qui rentre aussi en ligne de compte, tout ce qui est drone ou défense, donc toutes ces valeurs qui sont sur ce secteur-là, qui sont sur cette dynamique-là, elles ont évidemment un potentiel de progression aujourd'hui. Il y a d'autres secteurs qui, eux, apparaissent comme étant plus en première ligne ou qui paraissent être beaucoup plus risqués aujourd'hui. La consommation discrétionnaire, les valeurs de la tech aussi, si on est dans un marché où les rendements vont augmenter, enfin, pardon, où les taux vont augmenter fortement, c'est des valeurs qui vont commencer à souffrir. Et donc ça va être intéressant parce que le début de l'année sur ces valeurs de la tech a été compliqué. Donc ça peut venir s'ajouter si on commence à avoir des anticipations toujours plus importantes d'une augmentation des taux à venir, peut-être des banques centrales. C'est des valeurs qui vont souffrir. On en voit les bancaires aussi qui sont en difficulté depuis le début. Donc, si on sort un petit peu de ces secteurs qui sont en première ligne et qui souffrent depuis le début de l'année et surtout depuis le début de cette crise géopolitique, en effet, le secteur de la défense et le secteur énergétique apparaissent un petit peu comme quasi les deux seuls gagnants. Et peut-être à plus long terme, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, le secteur affilié aux matières premières, mais plus métaux précieux cette fois-ci, peut aussi tirer son épingle du jeu. Très clair, merci beaucoup. Alors les questions commencent à arriver en masse, merci beaucoup, hein. Je suis navré si on n'a pas le temps de traiter toutes vos questions. Évidemment, on est contraint par le temps, mais on va en prendre autant que possible. JME nous demande, entre Legrand et Schneider, que choisir, Bruno? Nous, on est positif sur les deux. Schneider est plus cher que Legrand parce qu'il a un profil technologique plus important, hein. Schneider, c'est beaucoup de logiciels dans son offre produit, donc c'est presque une tech. Mais les deux sont très présents sur les data centers. Ils font plus à peu près 25% du chiffre d'affaires dans les data centers. Et aujourd'hui, les data centers, c'est ce qui rapporte, enfin, c'est ce qui augmente le plus. Enfin, on a vu que les géants de la tech investissaient massivement dans les data centers. Il y a 650 milliards de dollars qui vont s'investir cette année, presque uniquement dans ces data centers. Donc, ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur des data centers aujourd'hui sont à privilégier.
Et donc, c'est pour ça que nous, on est positif sur les deux. Legrand étant moins cher que Schneider pour les raisons que j'ai évoquées, mais voilà, je pense que les deux peuvent figurer dans un portefeuille. Bon, eh bien, très clair, merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs que les abonnés de la Décision Bourse peuvent nous poser des questions, hein. Si on n'a pas le temps de tout répondre aujourd'hui, vous pouvez sur le site internet de la Décision Bourse poser vos questions et nos journalistes vous répondent, que ce soit sur des valeurs ou sur des secteurs. Et on a Jean-Michel qui nous parle d'un secteur. Alors, il parle de certaines valeurs, mais je pense qu'on va vite comprendre quel est le secteur. Est-il judicieux d'acheter LVMH, L'Oréal, Kering? Bon, bah, le secteur du luxe, on y croit ou on n'y croit pas? Andrea? Alors, le secteur du luxe, c'est une thématique qui est évidemment importante et qui peut et qui nous tient à cœur, nous, en tant que Français, parce qu'évidemment, c'est le secteur qui a la pondération la plus forte dans l'indice CAC 40. Donc, évidemment, il est important de le suivre et on espère que c'est un secteur qui va être porteur. Si on doit regarder déjà en dehors de ce qui se passe en ce moment, en dehors de ce conflit géopolitique, moi je pense que c'est un secteur qui a en effet des fondamentaux qui sont assez intéressants. Euh, il y a deux choses pour moi qui sont à surveiller. Alors évidemment, il y a d'un côté la situation économique en Chine. Si on a une reprise économique en Chine, ce qu'on a commencé à voir en fin d'année dernière, ça peut avoir un effet positif sur ces valeurs du luxe parce qu'on sait que c'est un marché qui est important. Donc on a commencé à avoir quelques chiffres de croissance, de reprise de croissance positive euh, en, euh, en Asie hors Japon sur les derniers trimestres. Et donc ça, c'est un effet en effet positif. Mais pour moi, c'est pas forcément en Chine que ça va se jouer, parce que je pense que déjà en Chine, il commence à y avoir un détournement des investisseurs sur les produits du luxe parce que leur situation économique a été compliquée, et notamment en raison de la difficulté du marché immobilier là-bas qui est très important. Donc je pense pas forcément que la priorité aujourd'hui des Chinois soit d'aller vers ces produits du luxe. Mais par contre, ce qui est intéressant à surveiller, c'est en effet peut-être un changement de paradigme un petit peu pour ces valeurs du luxe. Les valeurs du luxe se sont souvent appuyées sur ce qu'on appelle le pricing power, à savoir un ajustement des prix en fonction de l'inflation, un ajustement des prix en fonction de l'augmentation des droits de douane qui ont été décidés par Donald Trump. Et donc ce pricing power commence à générer une certaine lassitude chez les investisseurs qui n'ont plus envie de supporter toujours des prix à la hausse pour justifier des augmentations qui sont faites par ailleurs. Et donc, du coup, il y a une prise de conscience qui commence à être faite, et notamment, on le voit dans le discours de dirigeants, notamment celui de Luca Di Meo, qui a pris la tête de Kering. Il y a une volonté aujourd'hui de révolutionner un petit peu ce secteur du luxe, de repartir sur quelque chose qui est plus basé sur de l'innovation, de la refonte de la gamme de produits. Et si on arrive à aller vraiment dans ce sens-là, là, je pense qu'il y a des fondamentaux qui peuvent se renforcer sur ce secteur du luxe, et qu'à long terme, on peut avoir en effet enfin, des conséquences assez positives. Et on va avoir un plan de bataille qui va être annoncé par Kering dans les prochaines semaines et qui sera très très important et qui risque d'aller justement dans cette direction de changer, de révolutionner un petit peu l'approche qu'on a connue jusqu'à présent sur le luxe. Donc évidemment que si on a des annonces plutôt positives qui vont dans ce sens-là, on pourrait avoir on pourrait avoir un effet positif sur le long terme. Et après, si on se concentre sur la situation actuelle, donc sur le très court terme et la géopolitique, alors là, pour le coup, je serais un petit peu plus méfiant parce qu'en effet, le secteur de la consommation discrétionnaire et dans lequel le luxe est intégré peut être un petit peu plus en difficulté dans un contexte où on va avoir de l'inflation, dans un contexte où on peut avoir un ralentissement économique et un scénario dont on parle en ce moment qui est une reprise à la hausse de l'inflation en raison de cette hausse des prix énergétiques et en parallèle une économie qui va peut-être aller de plus en plus mal avec une croissance qui va peut-être être mise en difficulté. Et donc ça, ce scénario, c'est ce qu'on appelle la stagflation. Et dans un scénario de stagflation, c'est peut-être pas les valeurs du luxe et le secteur du luxe qui sera recherché en premier. Après, en effet, en raison de cet effet positif qu'on peut avoir sur le long terme, il peut y avoir en effet sur le secteur du luxe, par contre, des bons points d'entrée. Si on a une correction qui est forte, je pense que, en effet, dans une optique d'investissement long terme, c'est quelque chose qui est à surveiller et qu'il faut en effet peut-être considérer. D'accord, donc une inquiétude peut-être à court terme en raison des tensions géopolitiques, mais quand même un potentiel de croissance à long terme, notamment par le biais de l'innovation. Parfait, très très clair. On a beaucoup de questions sur le secteur bancaire et notamment sur le crédit agricole qui aurait connu une baisse récemment, nous dit Philippe et Paul. Bruno? Il n'y a pas que le Crédit Agricole, hein, Ouais. c'est général. Tout le secteur bancaire a été un peu mis à mal. Exposé d'une part à la conjoncture, effectivement, quand on a des signaux qui se dégradent un petit peu, on pense tout de suite aux banques, hein, qui sont les premières exposées à l'économie locale des pays. Et puis le secteur bancaire, il avait été malmené un petit peu avant parce qu'il y avait des risques sur le crédit privé. En fait, il y a des tensions en ce moment, il y a eu des faillites assez retentissantes qui ont été annoncées dans le secteur. Et donc, il a été fragilisé. Il y a eu des craintes sur cette thématique-là. Donc, il y a à court terme, il y a un double effet négatif sur le secteur bancaire.
Malgré tout, pour l'instant, enfin, à moins qu'on ait vraiment un retournement conjoncturel très important lié à la crise en Iran, mais c'est un secteur qui normalement qui avait des fondamentaux solides, qui bénéficiait d'une courbe de taux assez intéressante et qui avait encore un potentiel de revalorisation assez intéressant. Donc, à très court terme, peut-être prudence, mais sauf si le conflit dure, on regardera quand même une position sur ce secteur-là qui est très rémunérateur, en tout cas en rendement. On a des rendements qui sont encore très solides euh, en termes de dividendes, en tout cas. Alors, ça nous pose quand même la question des taux, les taux directeurs. Quelle est votre opinion à tous les deux, Bruno, sur les taux directeurs des banques centrales? Est-ce que l'inflation va faire qu'on va être obligé de les remonter et donc ça va peut-être nuire à la performance des banques? Alors, les remontées, on ne sait pas, mais en tout cas, les baisser, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, puisque le marché tablait quand même sur deux baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Là, j'ai regardé ce matin, on est sur une petite baisse et encore si elle vient, c'est plutôt au mois d'octobre, et avec une probabilité qui reste assez moyenne, quoi. On est à 55%, je crois, de baisse de taux sur le mois d'octobre. Donc là, ça redistribue un petit peu les cartes, hein, le conflit, par cette perspective de regain d'inflation, hein, qui n'était pas attendue jusqu'à maintenant. Euh, Tout va dépendre un petit peu de la durée du conflit. Si le baril se maintient à plus de $100 pendant plusieurs mois, ça risque de compliquer en tout cas l'équation des banques centrales qui vont devoir d'une part maîtriser l'inflation et d'autre part éviter les difficultés économiques et en tout cas le ralentissement économique. Ça va être un jeu assez compliqué, mais en tout cas, l'hypothèse en tout cas d'une baisse des taux s'éloigne à court terme, tant en Europe qu'aux États-Unis. Très clair, très clair. Et alors, les taux, Andrea, quelle est votre opinion? Bah, je rejoins Bruno sur cette question. En effet, il y a un changement quand même depuis le début de ce conflit. On commence à anticiper, à pricer du côté du marché une éventuelle augmentation des taux, voire deux augmentations de taux de la Banque Centrale Européenne avant la fin de l'année. Donc du coup, c'est quand même un changement, même si on s'attendait à ce que cette année, il y ait un statu quo du côté de la Banque Centrale Européenne. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une hausse de taux. Donc ça, c'est quand même déjà un changement qui est assez important. Évidemment, ce qui motive ce changement, cette adaptation du marché, cet ajustement du marché, c'est l'augmentation des prix énergétiques qui a une conséquence directe sur l'inflation. Par contre, en effet, il y a un rôle duel du côté des banques centrales, que ce soit la Banque Centrale Européenne, la Fed ou toutes les banques centrales. Ça va être, de lutter contre une reprise à la hausse de l'inflation, mais d'un autre côté, de lutter contre un ralentissement économique. Et moi, je ne suis pas aussi affirmé dans le fait que les banques centrales choisiront cette fois-ci de lutter contre l'inflation. Je pense qu'elles pourraient abandonner ce mandat de lutte contre l'inflation pour essayer de garantir ou de maintenir un certain rythme économique. Et je pense notamment du côté des États-Unis, il y aura une très forte pression politique du côté de Trump pour justement qu'on n'aille pas dans cette spirale d'augmentation des taux. Et donc du coup, je pense que cette fois-ci, peut-être les banques centrales européennes pourraient laisser de côté un petit peu l'inflation au détriment, enfin plutôt à la faveur du renforcement du cycle économique et donc du coup de la croissance. Donc ça sera quelque chose qui sera évidemment à surveiller, mais là aussi, la durée du conflit, la durée de cette augmentation des prix énergétiques aura bien sûr une incidence sur la décision des banques centrales. Donc c'est quelque chose qui sera à suivre, mais en effet, la question se pose aujourd'hui d'avoir une augmentation dans les mois à venir. Alors, Angélique, une fidèle auditrice, nous demande, Bruno, si stagflation, sur quelle valeur miser? Alors, je rappelle que dans la décision bourse, tous les matins, les abonnés reçoivent un conseil précis sur une valeur. Quel était-il aujourd'hui? C'était sur quelle valeur? Aujourd'hui, ce matin, c'était sur Coface, je crois. Coface. Oui, vous avez bien reçu la lettre. Donc, un titre qui est quand même effectivement exposé au commerce mondial, mais qui a beaucoup baissé, mais qui est très résistant dans la mesure où il a diversifié. Enfin, c'est une Qu'est-ce qu'ils société font, Coface, pour c'est avoir une idée? de l'assurance crédit, en fait, hein. D'accord. Donc, ils assurent les entreprises qui exportent, justement. Et qui a quand même diversifié ses sources de revenus avec des revenus beaucoup plus récurrents sur de la statistique, de la data qu'ils arrivent à monnayer, qui représente une part de plus en plus importante du business. Et surtout, l'intérêt de cette société, c'est elle reverse pratiquement l'intégralité de ses bénéfices. Elle n'a pas besoin de fonds propres. Elle est largement capitalisée. Donc, elle redistribue l'essentiel de ses bénéfices. Ça fait des rendements qui sont assez copieux de 8% à peu près.
Et avec peut-être un petit intérêt spéculatif dans la mesure où on a un fonds d'investissement dans le capital qui pourrait sortir à plus ou moins brève échéance. Voilà. D'accord, donc qu'au face du fait de la chute un peu du La cours chute dans du cours les qui fonds en qu'on a de plus la relève le perspective pour rendement, en aller... plus, Ah ouais, bien sûr, le rendement va être qui encore meilleur. paraît quand même malgré tout assuré, malgré le contexte. Très clair, très clair. Bon, alors, on a des questions. Stéphane, pardon. Quelle durée du conflit envisagez-vous? C'est très difficile d'y C'est la répondre. question que tout le monde se pose, c'est sûr, parce que les marchés, on a vu, hein, dès que le conflit s'arrête, les marchés remontent à une vitesse incroyable. Donc, il ne faut surtout pas louper cette sortie de crise. Mais par contre, si elle dure, ça peut être beaucoup plus compliqué qu'on ne le Et pense. Donald Trump semble y être sensible. Ah, On il a est très vu. sensible, oui, et puis il n'a pas trop le choix parce qu'effectivement, il y a les élections de mi-mandat qui vont approcher, donc il va tout faire pour essayer de régler le problème. Je ne sais pas s'il va arriver à ses objectifs personnels, mais en tout cas, calmer la flambée du pétrole, ça va être un de ses objectifs prioritaires. Et dès qu'il a annoncé que le conflit était presque terminé, les Les marchés marchés ont tout de suite, voilà. retrouvé une Maintenant, voilà, euphorie. c'est de savoir s'il a vraiment la capacité de parvenir à ses fins. C'est la question que tout le monde se pose. Alors, Andrea, une question technique, hein, nos lecteurs sont techniques. Que pensez-vous de la crise annoncée de la dette privée? Quelles conséquences sur les ETF obligataires, investment grade ou high yield? Bah, sur la crise de la dette privée, en effet, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent. Les conséquences qu'on peut avoir sur les ETF, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont être perturbées par la situation, encore une fois, et par ce qu'on disait, la durée du conflit, les ajustements qu'il peut y avoir du côté des banques centrales. Est-ce qu'on va avoir une augmentation des taux réels ou est-ce qu'on n'aura pas cette augmentation des taux réels? Donc c'est peut-être un peu plus délicat d'y répondre aujourd'hui. Je pense que la partie obligataire, si on voit la réaction aujourd'hui d'une manière générale, hein, du marché obligataire, il se réajuste beaucoup plus en fonction. C'est même pas tellement, il n'y a même pas tellement un ajustement du marché obligataire en fonction de la situation géopolitique et d'une sorte de protection. Souvent, on va se diriger vers du 10 ans américain parce que c'est de la protection de base, ou on va acheter du 10 ans allemand parce que c'est de la protection et c'est de la valeur refuge de base. Là, on va pas vraiment dans ce sens-là. Là, aujourd'hui, le marché, il se réajuste en fonction justement de ces anticipations d'inflation, en fonction de ces réajustements autour des banques centrales. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un marché perturbé par tout ce qui se passe autour de la géopolitique et par tous ces ajustements qui se mettent en place petit à petit. Donc il faut voir un petit peu l'évolution. Moi, quand je vois l'évolution, notamment sur les rendements des obligations souveraines, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a l'augmentation des rendements, elle n'est pas si forte que ça aujourd'hui. On va dire, elle va se mettre en ligne avec un petit peu la réaction de marché global. Et j'ai l'impression aussi, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on se disait auparavant, sur la question précédente, autour de la durée du conflit, etc., parce que je pense que c'est une problématique qui est importante aujourd'hui. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que c'est pas forcément la volatilité ou les analyses qu'on a l'habitude de regarder, l'augmentation du prix des métaux précieux, l'augmentation de la valeur de toutes ces valeurs refuges qui importent aujourd'hui. Ce qui va avoir réellement un impact, c'est la tolérance au risque. Et cette tolérance au risque, elle est de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'on voit, hein, ce marché, quand le marché commence à baisser de manière assez nette, on l'a vu d'ailleurs lundi, c'était très criant avec l'augmentation des prix du pétrole. Quand on a une augmentation des prix du pétrole quasiment à 120 dollars le baril sur le Brent, on a une tolérance du marché des investisseurs, des institutionnels qui est hyper faible pour le risque. Et on a des réactions du coup des politiques en chaîne derrière qui sont prises. Dès qu'on a vu les prix du pétrole exploser jusqu'à 120 dollars, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une réaction des pays du G7 qui ont dit qu'ils étaient prêts à débloquer les réserves stratégiques. On a eu le lendemain Donald Trump qui a annoncé que le conflit était bientôt fini. Donc on a toujours cette réaction un peu en chaîne des politiques pour essayer justement de redresser le marché parce qu'on a justement encore une fois cette tolérance au risque qui est devenue de plus en plus faible. Et notamment avec la présence de Donald Trump, avec sa personnalité versatile, avec ses annonces chocs qu'il peut avoir, on a vraiment ce sentiment que le marché peut résister. Et c'est ce qu'on a vu encore une fois avec les indices américains depuis le début de ce conflit. On n'a à aucun moment cédé à la panique. Très clair. Alors Jean-Yves nous dit l'abonnement Décision Bourse c'est cher. Alors déjà Jean-Yves, j'ai une petite surprise pour vous à la fin, donc restez jusqu'au bout. Mais vous savez, c'est un investissement et quand vous investissez de l'argent en bourse et que vous avez des bons conseils qui peuvent vous rapporter très rapidement la somme que vous avez mis dans l'abonnement. Et je vous rappelle aussi qu'on est
une rédaction indépendante, hein, on n'est pas la propriété de monsieur Bernard Arnault. Donc forcément, on doit, faire vivre nos journalistes, grâce à votre soutien. Donc on vous en remercie, très très chaleureusement. Et on a des questions, de la part de François notamment, mais Pierre aussi, hein. On sait que nos lecteurs aiment l'or, ils aiment l'argent, ils ont bien raison. Alors l'or ne réagit que peu comme valeur refuge. Quid de l'argent? Est-il davantage recherché pour son utilisation industrielle, Bruno? Non, alors l'argent, je crois qu'il avait corrigé beaucoup plus que l'or quand il y a eu la correction de fin d'année. C'est un actif qui était devenu très spéculatif, bien qu'utilisé par beaucoup d'industries, notamment tout ce qui est panneaux solaires, etc. Euh, voilà, nous on pense qu'il faut plutôt privilégier aujourd'hui l'or. C'est quand même la valeur refuge par excellence. D'ailleurs, depuis le début du conflit, l'or a un peu baissé, mais pas trop. On a perdu 2-3% sur l'once d'or. C'est pas énorme parce que les fondamentaux du marché restent bien présents. On a toujours cette demande des banques centrales qui reste importante. Et puis aussi, il y a cette utilité, en tout cas, de l'or pour faire face à des risques importants. On voit que les déficits ne vont pas se calmer, ils vont sans doute s'aggraver, mais surtout si la conjoncture se dégrade. On aura un dérapage plus important des déficits budgétaires et l'or reprendra sa place de toute façon de valeur refuge dans ce type de contexte. Là, il y a eu à très court terme, je pense qu'il y avait des investisseurs qui doivent vendre de l'or pour compenser des pertes sur d'autres types de placements. Ça participe aussi à une correction technique sur le métal jaune. Mais en tout cas, il résiste plutôt bien. On a une baisse vraiment très limitée aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi l'autre valeur refuge, le dollar, Voilà. qui remonte, et C'est- donc mécaniquement, l'or peut baisser un C'est petit peu. effectivement le dollar, c'est le grand gagnant c'est la seule classe d'actifs finalement qui progresse depuis le début de l'année. Enfin, depuis le début du conflit, en tout cas, on a une hausse de 3% à peu près par rapport à l'euro. Les obligations, d'ailleurs, n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge, hein. On a vu que traditionnellement, quand il y a un choc sur les marchés, bon, les actions baissent, mais en général, les actions, il y a un report sur les obligations. Ça a été beaucoup moins le cas. Et la seule classe d'actifs qui se distingue depuis le début de ce conflit, c'est effectivement le dollar qui est tombé ce matin, je crois, sous 1,15. Donc on revient quand même sur des parités qu'on n'avait pas vues depuis un petit bout de temps quand même. Voilà, Donc pour les investisseurs qui aiment les valeurs américaines et qui transforment leurs euros en dollars, c'est pas mal quand donc ils voilà, reviendront à la voilà. maison. Autant on avait souffert l'année dernière de la dépréciation du dollar, en tout cas ceux qui avaient acheté des actions américaines sans se couvrir, en tout cas, on était déçus finalement par la performance finale. Et là on a l'effet inverse pour les investisseurs français notamment, c'est plutôt une bonne Ouais. nouvelle. On sait que Donald Trump transforme les dollars en billets de Monopoly, et en même temps, à chaque fois qu'il fait une guerre, boum, il y a la valeur refuge qui revient. Qu'est-ce que vous pensez du cours de l'or alors, Andrea? On achète encore de l'or ou on est trop haut? Alors non, pour le coup, on achète encore de l'or. Nous, notre objectif, il est toujours autour des 6 000 $ sur l'or en 6 2000, 000 ouais, dollars. sur l'or en 2026, hein, donc sur cette année, hein, Et on est à pas combien là, sur. rappelez-moi? On est autour des 5 000 $. On D'accord. est légèrement au-dessus des 5100. 5 000 $, autour des 5 100, ouais. Donc du coup, pour moi déjà l'or, la question qu'on peut se poser en effet, c'est pourquoi il ne progresse pas davantage. On sait que c'est la valeur refuge par excellence, donc il y a plusieurs éléments qui expliquent que l'or ne progresse pas davantage. Alors déjà, c'est l'or est extrêmement liquide, donc aujourd'hui c'est en effet un actif qui est utilisé pour essayer de libérer de la liquidité et donc couvrir des positions sur le marché. Donc déjà c'est une des premières raisons. En effet, l'augmentation des cours du dollar a un impact négatif sur l'or. L'augmentation potentielle, hein, et les perspectives autour de l'augmentation, hein, autour des taux réels. Donc l'augmentation, si on a une augmentation des taux réels, il faut rappeler que l'or est un métal, est un investissement qui ne génère pas de rendement. Il y a pas de taux d'intérêt qui sont liés à l'or. Et donc si on a une augmentation des taux en parallèle, eh ben, évidemment, on est moins attiré par l'or. On a plutôt envie d'aller vers des investissements qui sont rémunérateurs grâce à leurs intérêts. Et donc, du coup, ça a un effet mécaniquement baissier sur l'or. Donc, ça, c'est aussi une raison qui explique aujourd'hui que l'or ne performe pas. Mais c'est vrai que sur le plus long terme, les fondamentaux sont encore là. Alors, au niveau de la demande des banques centrales, elle est en effet toujours présente. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, on a quand même commencé à observer un petit ralentissement au niveau de la demande des banques centrales. Et la raison qui s'explique, c'est que certaines banques centrales commencent à noter un déséquilibre entre leurs investissements récents en or et leurs investissements en dette souveraine. Et donc, du coup, elles rééquilibrent un petit peu leurs investissements. Et donc, ça a ralenti un petit peu la demande des banques centrales sur l'or dernièrement. Mais sur le plus long terme, l'achat net d'or par les banques centrales devrait se poursuivre.
On a en effet des déficits qui sont extrêmement importants, une situation qui ne va pas se régler à court terme. Il y a un phénomène aussi de dédollarisation, chercher à se désinvestir du dollar pour trouver des alternatives. Et l'or aujourd'hui en fait évidemment partie. Donc nous, on a une perspective toujours haussière sur l'or à long terme avec vraiment en visant les 6 000 dollars. Et donc cet effet, si on se compare aussi à l'argent, en effet, l'argent est beaucoup plus volatile. L'argent a une part d'industriel dans l'investissement. On n'investit pas que sur l'argent comme métaux précieux, mais aussi comme métal industriel. Et donc, du coup, en effet, l'argent pourrait bénéficier d'une augmentation de l'or. Donc, si on a une reprise du mouvement de hausse sur l'or, ça devrait entraîner aussi dans son sillage l'argent, mais avec toujours un aspect d'investissement beaucoup plus volatile en raison de cette dynamique industrielle qui n'est pas présente dans l'or. Très clair. Bon, là, Andrea, j'ai une question pour vous. Stéphane Chambrin me demande, pouvez-vous citer un moyen facile pour acheter de l'or ETF autre? Je rappelle que vous êtes chez Saxo Bank. Ouais. Alors, comment on fait pour acheter de l'or? On va chez son bijoutier ou on crée un compte chez Alors, Saxo? non, pour le coup, moi, j'irai pas chez mon bijoutier. Ce qu'il faut faire, je pense, le plus simple pour un investisseur, c'est de passer par des ETF aujourd'hui qui vont répliquer la performance de l'or. Il y a plusieurs ETF qui sont disponibles et qui permettent de répliquer cette performance. Pour un investisseur qui est un peu plus expérimenté et qui a envie d'être vraiment positionné sur l'or, suivre le cours précisément tous les jours, il y a des contrats dérivés, donc des produits dérivés, pardon, comme les contrats à terme ou les options qui permettent aussi d'avoir une exposition sur l'or en direct. Vous pouvez acheter un contrat futur sur l'or et vous avez typiquement le cours que vous voyez évoluer au jour le jour, le prix de l'once d'or, donc autour des 5100 dollars, que vous pouvez suivre du coup en direct et qui évolue. Attention sur les contrats futurs, il y a des dates d'échéance, donc c'est des positions qu'il faut rouler tous les mois. Mais en effet, avec un ETF, vous avez un investissement qui est hyper simple, hyper transparent, avec des prix, encore une fois, qui vont répliquer, enfin une évolution de l'ETF qui va répliquer la performance de l'or. Donc ça me paraît être l'investissement le plus facile et le plus accessible. Très clair, très clair. Alors, on va vous présenter la décision bourse juste après, mais n'hésitez pas à continuer à nous bombarder de questions. On va encore en prendre une. Pierre nous demandait, le secteur de la santé a été stable en 2025. Début 2026 est calme, voire difficile pour Sanofi. Quelle perspective, Bruno? Ah, le secteur de la santé, normalement, c'est un des secteurs qui devrait plutôt bien résister dans le contexte actuel, hein, puisqu'on n'a pas forcément une dépendance à la conjoncture. C'est un secteur qui progresse un petit peu naturellement. Sanofi, plus compliqué. On a eu un changement de direction qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'en fait, la transformation du groupe ne va pas assez vite. Donc, le conseil d'administration a décidé de changer de direction. Le problème de Sanofi, c'est sa dépendance à un médicament. On en avait parlé, je crois, notre dernier live. C'était la dépendance au Dupixent. C'est un produit, c'est un blockbuster qui marche très bien à très court terme. Qui sert à quoi? Et c'est un produit contre l'eczéma, mais qui ensuite dont les propriétés ont été élargies à d'autres indications. Donc, ça représente aujourd'hui plus du tiers du chiffre d'affaires de Sanofi. Donc, c'est une part très importante. Et la question, c'est de savoir si Sanofi va pouvoir trouver d'autres relais de croissance dans les prochaines années. C'est pour ça qu'il y a cette incertitude aujourd'hui. Le cours de Sanofi est sous pression à cause de cette crainte une fois que le Dupixent sera rentré dans le domaine public, parce qu'il y a les brevets, il y a le problème des brevets dans la pharmacie. Beaucoup de groupes, d'ailleurs, sont concernés par des pertes de brevets cette année, dont Sanofi. Enfin, Sanofi, ça viendra plutôt en 2027, en tout cas sur le Dupixent. Ah, le Dupixent, c'est dès 2027. Ouais, dès 2027. Donc, ils peuvent perdre une part. 2027-2028. Et donc, ça, Importante. voilà. Et donc, il y a effectivement il y a des projets, des phases 3, ce qu'on appelle les phases 3, les phases 4, des projets en développement, mais pour l'instant, on n'a pas la certitude du tout que Sanofi pourra compenser, en tout cas, le passage de ce médicament dans le domaine public. Enfin, pas D'accord, donc public. on ne recommande pas dans la décision bourse Sanofi. C'est-à-dire Il y a pas que, de alors, fondamentaux qui... voilà, enfin, on n'est pas négatif non plus compte tenu le titre est vraiment pas cher du tout et le dividende n'a jamais baissé en fait sur Sanofi. Donc il y a un rendement de 5% qui me paraît malgré tout assuré parce qu'il y a quand même, malgré tout, il y a beaucoup de génération de cash dans le groupe. Effectivement, même s'il y a cette dépendance, il y a d'autres branches comme les vaccins notamment qui fonctionnent très bien. Donc, on n'est pas à l'écart complètement non plus. Mais en tout cas, voilà, à très court terme, c'est ces incertitudes qui pèsent sur le cours, qui peuvent en tout cas freiner le rebond pendant encore plusieurs mois, tant qu'on n'aura pas de nouvelles du développement, des développements de produits en cours. Alors, autre question santé que nous pose Yveline. Que pensez-vous d'Inaté Pharma?
Innate Pharma. Pardon. Alors, sais pas. pour le coup, c'est une petite boîte et enfin nous, qui fait partie un peu plutôt des biotech et D'accord. on a pris la politique de pas être trop présent sur ce type de titre qui est assez volatile D'accord, il y a du et risque. très spéculatif, voilà, Ah oui. qui a plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. C'est de la Donc, biotech, il faut- c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de mise sur le marché Oui, de il y a médicaments il y a autres. des modèles économiques qui ne sont pas encore assez affirmés, sur lesquels on n'a pas assez de visibilité. Donc, en général, il y a une société sur 10 qui tire son épingle du jeu, mais il faut avoir la bonne, quoi. Ouais. Donc, Bon, bah, Yveline, voilà, bon, vous avez votre réponse. un peu de prudence quand même sur ce type de dossier. Grande méfiance. Alors peut-être qu'on va continuer à prendre vos questions, hein, mais on va afficher la décision bourse pour vous en parler un petit peu, vous expliquer comment fonctionne ce format. Donc c'est ce que reçoivent les abonnés de la décision bourse tous les mardis matins. C'est rédigé la semaine jusqu'au bouclé lundi soir, tard dans la nuit. Donc je rappelle, décision bourse tous les jours, une quotidienne, une valeur. On vous donne un objectif de cours sur une valeur qui a été analysée par nos journalistes. Toutes les semaines, le panorama qu'on va vous présenter ici et en permanence, quand vous le souhaitez, des questions que vous pouvez poser à la rédaction. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette première page, Bruno, de la décision bourse? Eh bien, on commence par un point marché, situation du marché. Enfin, on fait le point de ce qui s'est passé un petit peu sur la semaine et des conséquences un petit peu sur les stratégies d'investissement éventuelles à mener par rapport à cette actualité. Donc, en ce moment, elle est très chargée. Donc, voilà. Donc là, voilà, On explique un petit peu à nos lecteurs ce qui se passe et comment on peut orienter effectivement la stratégie d'investissement. Ouais, donc là, on est au cœur de l'actualité chaude, très claire, avec, on le voit, des chiffres de la semaine, les opportunités qu'on met et les titres qu'il faut vendre parce que effectivement les fondamentaux sont moins bons. Excellent. La page suivante, c'est Alors là, on a une page de questions et réponses. Voilà. C'est ça, c'est les questions que vous avez le droit de poser en permanence à la rédaction. C'est l'intérêt de Décision Bourse, c'est que vous pouvez poser vos questions, notamment sur le site internet décisionbourse.com, et on vous répond dans la journée en général. Et donc là, on fait une sélection de toutes les questions que vous nous posez tous les jours, et ça permet à d'autres lecteurs un petit peu d'avoir aussi une information sur pas mal de sociétés. On essaie de brasser beaucoup de sociétés malgré tout dans ces deux pages, puisque la suivante aussi est consacrée aux questions-réponses. Oui, donc là, on voit Carrefour, Eramet, Nexans, Orange, Imeris, très clair, Ouais. parfait. Ben, on va pouvoir avancer. Les pages suivantes, donc là, on voilà, voit les on principaux reste, indicateurs. on est C'est toujours encore sur on a des indicateurs et on a la fin des questions, enfin, de la sélection de questions-réponses. Très clair, très clair. Et là, on arrive sur votre portefeuille parce que c'est pas que des questions, enfin, c'est pas que des recommandations individuelles, mais c'est aussi des suivis de portefeuilles généraux. Et vous allez voir, la grande honnêteté intellectuelle de la décision bourse, c'est de vous donner des conseils et de les suivre dans le temps, hein. On ne donne pas un conseil pour vous abandonner. C'est pas juste quelque chose auquel on ne croit pas. On est fidèle à nos lecteurs. Et donc, si on s'est trompé, ben, on reconnaît qu'on s'est trompé. Et quand on réussit, ben, on reconnaît aussi qu'on a une réussite, hein. C'est pas juste un conseil donné dans le vent. D'ailleurs, cette page, c'est la page des actions françaises. Voilà, du donc portefeuille on a actions une françaises. sélection de 20 valeurs françaises qui sont normalement destinées à être des valeurs de fonds de portefeuille qu'on ne va pas faire trop bouger, sauf actualité nécessitant un arbitrage. Mais voilà, c'est des sociétés normalement sur lesquelles on peut se positionner sur du plutôt assez long terme. Et qu'on choisit parmi les thématiques les plus porteuses. Donc, on a du Total Énergie, par exemple, qui fonctionne bien, qui compense, par exemple, la sous-performance des autres actions sur la semaine. Et donc, on en choisit deux, en général, chaque semaine, sur lesquels on fait un petit focus, comme on peut le voir en dessous du tableau. Très clair, très clair. Et après, on Même a chose. l'équivalent, mais en actions étrangères, Voilà. parce qu'on suit aussi évidemment les actions étrangères. Voilà, on suit les valeurs étrangères et donc on était pas mal positionné sur la tech. On avait beaucoup de valeurs américaines. On n'a plus que Microsoft aujourd'hui, vous avez vu. Donc on a essayé de s'adapter un petit peu au nouvel environnement de la tech depuis quelques mois, des incertitudes sur ce thématique. Mais voilà, on est positionné sur, par exemple, Leonardo, qui fonctionne très bien dans la défense, société italienne du secteur de la défense, qui nous compense pas mal les baisses qu'on a connues ces derniers jours sur les autres types de valeurs. Très clair, très clair. Le secteur de la défense que vous aimez bien aussi, Andrea. Oui, surtout dans le contexte actuel, en effet, c'est un secteur qui est assez porteur, hein, déjà depuis plusieurs années, hein, avec les augmentations de budget de défense pour la plupart des pays européens.
Mais c'est un secteur qui reste aujourd'hui très très intéressant et notamment c'est la diversification qu'on peut faire même au sein du secteur de la défense parce que on a des sociétés qui sont spécialisées dans les munitions, des sociétés qui sont spécialisées dans les systèmes de défense, des sociétés qui sont spécialisées dans le transport de matériel militaire. Donc même au sein du secteur de la défense, pour ceux qui s'interrogent et qui se posent la question de savoir si c'est un secteur qui peut continuer de performer malgré les performances qu'on a pu voir sur les dernières années, je pense que la clé aujourd'hui au sein de ce secteur, c'est d'avoir une certaine diversification parce qu'on a différents sous-secteurs au sein de la défense. Et si on a justement cette diversification dans l'investissement et qu'on n'est pas juste investi sur une valeur, par exemple spécialisée dans les munitions ou dans l'armement lourd, et bah, du coup, on peut justement continuer de tirer profit de la performance du secteur parce qu'on a encore une fois cette stratégie de diversification qui peut être mise en place au sein même du secteur. Très clair, très clair. François se pose une question. Si on répond sur Abo le revenu et au téléphone, oui, évidemment. En principe, c'est dans les 24 heures. Si ce n'est pas le cas, je vais aller tirer les oreilles des équipes. Donc, rassurez-vous, on est très présent pour pouvoir répondre aux questions de nos lecteurs, que ce soit des questions techniques sur la bourse ou des questions liées à leurs abonnements, évidemment. Alors après, les actions étrangères, Bono, qu'est-ce qu'on a dans cette décision Alors, bourse? on a d'autres types de produits, justement pour diversifier les portefeuilles en dehors des actions. Donc, on s'intéresse aussi au marché de taux, comme on peut le voir en première partie de cette page, avec une sélection de fonds sur des placements obligataires assez variés, donc qui peuvent aller des fonds internationaux, enfin de la dette souveraine, mais aussi de la dette d'entreprise, à la fois en Europe, mais aussi dans les pays émergents. On a fait rentrer récemment un fonds de pays émergents, IVO, Emerging Markets par exemple, pour diversifier, en tout cas apporter cette diversification importante qui est nécessaire aujourd'hui, en tout cas dans les portefeuilles. Et pareil pour la partie du bas, où là on s'intéresse à la thématique des matières premières et donc, ça comprend le pétrole, mais ça comprend aussi l'or, les métaux, etc. Donc là, qu'on joue à travers des ETF, notamment. Oui, c'est vraiment toute la diversité des produits qu'on peut trouver en bourse, aussi bien les actions françaises, étrangères, les taux, les matières premières. On fait un panorama, comme je le En disais, tout cas, complet sur toutes les les valeurs, derniers mois ont montré qu'ils veulent vraiment diversifier les portefeuilles, ne plus se contenter d'avoir seulement des actions ou des obligations. bien sûr. Et là, c'est le focus secteur. C'est-à-dire que toutes les semaines, en page 7, vous faites un focus sur un secteur qui est intéressant. Voilà, Et là, donc c'est là, celui des bah logiciels. là, le logiciel qui avait été un secteur très attaqué ces derniers temps par l'arrivée des nouveaux modèles d'IA. Et donc, c'était intéressant justement de voir un petit peu ce qui se passait au sein de ce secteur. Il y a eu beaucoup des sociétés, des valeurs qui ont beaucoup baissé. Donc, l'occasion de faire un point, voir si ces baisses ont été excessives ou pas. Très clair, très clair. Et vous allez dans le détail de certaines valeurs. C'est non Voilà. seulement un focus secteur et un secteur, des valeurs dans ce secteur en question, très clair. La page suivante, c'est celle des valeurs recommandées sur Décision Bourse. Donc justement, ce que je vous disais, tous les matins, vous recevez dans votre boîte mail un conseil précis sur chacune des valeurs et on les suit dans le temps, nos conseils. On ne vous abandonne pas une fois qu'on vous a donné un conseil. Si on a tort, on sait faire le stop loss, hein, arrêter de perdre de l'argent dessus. Et si on a raison, ben, on sait aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand les fondamentaux de la société nous paraissent moins intéressants au regard de la valeur du cours. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu, Bono? Oui, alors là, il s'agit des conseils qu'on donne dans notre newsletter du matin, que l'on récapitule un petit peu. Donc, il y a une autre, quand on va sur les pages suivantes, je ne sais pas si voilà, ça, donc celle d'après encore, Rémi, si tu peux. Voilà, donc on a aussi une page opportunité. Enfin, on a plusieurs types de conseils. Il y a les conseils qu'on donne tous les jours et des conseils qu'on- que l'on diffuse dans le cadre de la lettre, comme ici, c'est l'opportunité de la semaine. Donc là, on va choisir une société, hein, sur laquelle vraiment on pense qu'il y a un potentiel, un focus à faire. On avait vu que par exemple Alstom avait beaucoup baissé la semaine dernière, donc on l'a profité pour recommander le titre à l'achat. Et une fois qu'on a fait cette recommandation, dans les pages suivantes, on va revenir, voilà, on fait un point sur toutes les valeurs qu'on a recommandées les semaines précédentes à l'achat. Alors parfois, nos conseils n'ont pas évolué comme on voulait, hein, mais justement, on ne vous laissera pas tomber
tant que la position n'aura pas été débouclée. Alors on peut la plupart du temps, heureusement, on les déboucle avec un gain, mais parfois on pense que c'est important d'attendre si on est en perte. Et donc on va vous dire un peu ce qui se passe sur chacune de ces sociétés qu'on a recommandées, qu'elles soient en gain ou en perte en tout cas. Oui, et alors sur l'opportunité, ce que je trouve intéressant, c'est que on ne prend pas une position trop conservatrice. C'est-à-dire que l'opportunité, c'est vraiment un quick win. On a envie de faire 10%. Oui, voilà. Dès qu'on fait nos 10%, on sort. On- La dernière fois, c'était assez amusant parce qu'on avait fait 10% en 24 heures. Il y voilà, avait eu une tout à annonce fait. très On importante. était dans le domaine des logiciels, on avait pris une société C'était laquelle? c'était SideTrade, un éditeur de logiciels pour la gestion du cash des entreprises, et qui était, comme il y a une faible liquidité, la société a fait un aller-retour. On est passé de 140 à 110 euros en l'espace de 2 jours. Donc nous, on a acheté en milieu. En fait, on avait fixé une limite d'achat au milieu, et donc on a pu la revendre là, la semaine dernière. Voilà, l'idée, c'est de faire 10% le plus rapidement possible sur ce type de valeur. Donc on peut prendre un peu plus de risques, contrairement aux valeurs qui figurent dans les portefeuilles d'actions françaises et d'actions étrangères qui sont destinées à être plus longtemps en tout cas. Oui, c'est quand même la philosophie générale, c'est du buy and hold, hein. On croit aux valeurs sur le long terme, mais ça n'empêche pas d'avoir une approche un peu plus spéculative Surtout dans sur les valeurs certaines valeurs. moyennes, il y a pas mal de choses à faire il y a des profils un peu plus spéculatifs quand même. Tout à fait, parfait. Et donc la dernière page, la 12e page, ça c'est vraiment la granularité, la technicité de la décision bourse. On regarde un petit peu ce qui se passe au niveau dans le tour de table des sociétés. S'il y a des dirigeants, par exemple, qui achètent les titres de leur société, ça donne toujours des signaux intéressants. Si un patron achète, on a vu que LVMH, la famille Arnaud avait acheté beaucoup de titres LVMH ces derniers temps. Bon, visiblement, on verra s'ils ont eu raison sur la durée, mais en tout cas, visiblement, ils croient beaucoup à leur affaire. Ils ont franchi le seuil des 50%. C'était un signal intéressant. Et on va regarder aussi ce que font les fonds, enfin, ou dans les sociétés de gestion qui arrivent dans le tour de table des sociétés, qui franchissent des seuils. Et enfin, on a une partie broker où là, on va voir un petit peu les changements d'opinion de certains brokers sur des sociétés qui ont publié, par exemple. Oui, et là, c'est vraiment la technicité de la décision bourse, c'est-à-dire qu'on voit les transactions des dirigeants. Parfois, c'est un dirigeant qui doit s'acheter une maison et donc il vend et ce n'est pas significatif. Mais par contre, il y a certaines transactions qui, elles, sont significatives. S'il vend, c'est parce qu'il ne croit peut-être plus autant au cours, ou au contraire, s'il en achète, c'est qu'il a des perspectives heureuses sur le long terme. On a vu Bernard Arnault avait refranchi le seuil des 50% sur LVMH, réinvestissant plus de 200 millions dans le titre lui-même, ce qui était plutôt un signe positif pour le marché de confiance en la valeur pour LVMH. Donc voilà, ça c'est vraiment la granularité, la technicité de la décision bourse, c'est d'être capable d'aller chercher ces informations, ces signaux faibles qui sont pas forcément faciles à capter par le marché. Andrea, on a une question. Que pensez-vous du secteur de l'assurance? Alors le secteur de l'assurance, aujourd'hui, il est... généralement, quand on parle du secteur, on parle toujours du secteur banque et assurance et les valeurs qui sont liées entre elles. Donc aujourd'hui, le secteur de l'assurance, il va être connecté un petit peu à ce qui se passe sur les valeurs bancaires. Donc on n'a pas de perspective à court terme qui sont hyper positives sur ce secteur de l'assurance. Maintenant, sur le plus long terme, en effet, il n'y a pas de raison qui ait d'impact particulièrement négatif. Mais c'est vrai que sur le court terme, on estime que la situation sur le secteur peut être un petit peu compliquée, un petit peu impactée par une situation économique qui va être peut-être un peu moins porteuse dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, avec l'impact de la crise actuelle qui est plutôt une crise géopolitique, mais qui peut avoir des répercussions justement sur l'économie de manière générale. Donc ça fait partie de ces secteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur le court terme, mais qui ne va pas forcément remettre en question les perspectives long terme qui sont, elles, forcément un peu moins négatives. Très clair. Alors j'avais promis une petite surprise et effectivement, si vous voulez vous abonner aujourd'hui à la décision bourse, donc je vous le rappelle, le droit de poser toutes vos questions à la rédaction sur le site décisionbourse.com, une newsletter quotidienne d'une recommandation sur une valeur et le panorama complet qu'on vient de défiler, que vous recevez tous les mardis matins également sur vos boîtes mail. Vous pouvez vous abonner, on vous fait une offre exceptionnelle aujourd'hui qui ne va
pas durer, hein, c'est le principe d'une offre. Donc n'hésitez pas, saisissez l'occasion de vous abonner et de suivre nos recommandations. On sait que la bourse est parfois compliquée à naviguer quand on est un porteur individuel, qu'on est face à des professionnels de l'algorithmie, des fonds spéculatifs qui sont très armés, qui ont accès à des bases de données. Vous savez que nous ici, on est abonné aux meilleures bases de données pour avoir accès à toute cette data qui est essentielle pour prendre de bonnes décisions. Et ben voilà, on vous accompagne, on vous prend par la main, on vous donne des conseils et on les suit dans le temps pour aller chercher de la performance avec vous. C'est un investissement, effectivement, comme le disait tout à l'heure un des lecteurs, mais voilà, on a la conviction que si vous investissez en bourse de manière régulière, en fait, en suivant les conseils qu'on vous donne, cet investissement est rentabilisé très rapidement. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, ça nous ferait très plaisir. Encore une fois, on est une rédaction indépendante. On ne dépend ni d'un groupe ni d'un milliardaire et on ne vit que de nos conseils. Et c'est aussi important, c'est-à-dire que d'autres publications qu'on peut suivre peuvent être influencées par des intérêts, ce qui n'est pas notre cas, hein. Si on doit dire du mal d'LVMH, on en dira. Si on doit dire du mal du groupe Bolloré, on en dira aussi. Si on doit dire du bien, on le fera sans faute. Mais on est indépendant dans nos conseils et au service de nos lecteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de notre offre pour la décision bourse. Ça nous ferait très plaisir de vous considérer parmi nos lecteurs. On a eu une question, mais alors malheureusement, on ne va pas y répondre. Barthélemy nous demande quelles sont vos perspectives à terme sur les crypto-monnaies et quelles sont les valeurs les plus exposées à l'inflation. Alors sur les crypto-monnaies, on ne va pas y répondre. On a d'autres émissions, on en a une qui va démarrer très vite sur justement le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais c'est d'autres journalistes, hein, chacun son expertise, et on ne va pas s'inventer expert de tout. Vous savez, les restaurants où la carte est un peu trop longue, où on fait des pizzas et des sushis, on peut avoir un peu de doute sur la qualité et des pizzas et des sushis. Et ben nous, c'est pas ce qu'on fait. On a des journalistes spécialisés dans chacun des domaines. Mais alors peut-être pour conclure notre échange, je vois qu'il est déjà midi 20, quelles sont les valeurs les plus exposées à l'inflation selon vous, Bruno? L'inflation, toutes les sociétés qui consomment beaucoup d'énergie, de matières premières, donc Industriel? industrielles. On a vu le domaine des transports, ça va être assez compliqué. Par exemple, Air Transport France, aérien, oui, transport là. aérien. Vous avez la chimie aussi qui consomme beaucoup de pétrole. Et puis vous avez de façon indirecte, si les taux commencent à remonter, le secteur immobilier qui risque d'être fragilisé aussi, puisque le secteur immobilier est très dépendant des taux. Enfin, je parle notamment on a vu les foncières, hein, qui baissaient ces derniers jours, parce qu'il y a un double effet. Il y a le renchérissement du coût de la dette, et puis en plus, quand vous actualisez la valeur du patrimoine avec les taux, ça fait baisser quand les taux montent, ça fait baisser la valeur de votre patrimoine. Donc voilà, faut être assez vigilant. Enfin, tout va dépendre effectivement encore si les taux, enfin la durée du conflit en fait, et de cette tension qu'on a aujourd'hui sur les rendements obligataires. Mais en tout cas, voilà, c'est une conséquence indirecte en plus de l'effet matière première sur ces sociétés qui sont assez vulnérables. Très clair, très clair. Question pour notre expert de chez Saxo Bank. Quels ETF sur les matières premières et les terres rares? Bon, alors là, c'est compliqué de répondre à la question parce que sur les ETF, il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en considération sur quel marché on veut être investi, en quelle devise. Il y a pas mal de critères qui peuvent être pris en compte, mais par contre, en effet, il y a des outils qui sont faits pour, et nous, on a un outil justement sur nos plateformes Saxo qui permettent, c'est un secteur d'instruments qui permet justement de rentrer les critères, voir sur quel secteur on veut être investi, quels sont les paramètres qu'on souhaite pour cet ETF. On peut filtrer avec plein de critères différents. Et du coup, derrière, il y a une liste qui vous est proposée. On peut choisir est-ce qu'on veut un ETF qui est éligible au PEA, un ETF qui est non éligible au PEA, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui, du coup, permettent de sortir derrière une liste et de filtrer un petit peu son investissement pour s'y retrouver parmi, en effet, un environnement d'investissement qui est extrêmement large du côté des ETF. Donc, du coup, il faut passer par ces outils qui permettent justement, encore une fois, de répondre à vos attentes avec, du coup, des filtres et des critères qui sont les vôtres. Très clair. Bah, écoutez, il est midi 21, on va devoir rendre l'antenne. Merci à tous d'avoir participé, c'était passionnant. Pardon si on a manqué certaines de vos questions, il y en avait beaucoup. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux. Mais voilà, vous pouvez continuer à poser vos questions à la rédaction par la décision bourse, hein. Je vous rappelle l'offre qu'on vous fait aujourd'hui si vous voulez vous abonner. Ça nous ferait très plaisir de vous compter parmi nos lecteurs. Et de toute façon, on se retrouvera le mois prochain de nouveau avec Bruno, peut-être d'autres invités pour répondre à vos questions sur la bourse qui, d'ici là, aura connu de nouveaux remous. Et dans 2 semaines, très probablement, on va faire
un live plutôt patrimonial pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur des questions de succession, de mariage, d'assurance vie ou même d'immobilier. Voilà, des questions un peu moins précises et techniques que celles ici sur la bourse ou tout autant techniques, mais sur un autre domaine. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On était ravis de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir répondre à vos questions. On espère continuer cette aventure avec vous encore très longtemps. À très bientôt. Merci à tous.